Bien, Christophe, merci, Monsieur le Premier ministre, messieurs les présidents, pour me donner l'occasion d'ouvrir cette table ronde. Alors, je crois, Denis, que c'est la première fois que l'on met le thème des territoires, finalement, dans nos États de la France, et Gérald parlera d'innovation aussi pour la première fois tout à l'heure. C'est un thème important, et c'est peut-être des territoires que viendra la transformation et la dynamique que nous attendons tous. Encore faut-il, comme le disait Jean-Paul Delevoye ce matin, que toute l'énergie et la créativité des territoires ne viennent pas mourir aux portes de Paris. Alors cette réforme territoriale du gouvernement que nous attendions et qui aujourd'hui s'attaque à la question du millefeuille territorial, longtemps évoquée mais jamais réellement traitée. Elle va permettre à la France de se doter de territoires plus forts pour aller plus vite, plus loin, qui est le thème de nos États de la France. Mais cette réforme ne peut pas se limiter à un enjeu de simplification administrative et de maîtrise des dépenses publiques, certes très attendu. Elle doit répondre à un enjeu d'efficacité du développement économique et d'attractivité qui sera propre à chaque territoire. Et là, on va revenir à ce que Jacques Gers évoquait ce matin, à la méthode d'exécution. La méthode d'exécution dans la mise en œuvre qui sera clé pour faire des territoires de véritables pôles d'attraction économique capables de rayonner à l'échelle européenne. Alors moi, je ne m'inscris pas dans une logique d'opposition entre État et territoire. Je préfère m'inscrire dans une logique de subsidiarité. Subsidiarité, c'est l'idée que chaque échelon agit pleinement à son niveau de responsabilité, tout en respectant les autres échelons. Alors, finalement, c'est un principe qui fonctionne très bien en Allemagne et qui s'applique plus difficilement en France pour des raisons de guerre de territoire. C'est un peu un mal français, celui d'un État jacobin qui repose sur des structures issues de l'héritage monarchique et impérial. La nouvelle carte de France inscrit les territoires dans une nouvelle dynamique. Elle offre un maillage propice à la constitution de véritables pôles d'attraction économique qui sont en train d'émerger sous l'impulsion d'élus, d'entreprises, d'universités, d'associations. Je donnerai peut-être deux exemples. Je ne prendrai pas l'exemple de Bordeaux, mais j'en prendrai deux autres exemples. J'étais dans les territoires, j'étais la semaine dernière à Nantes, où j'inaugurais pour Accenture un développement d'activités, et j'étais avec Jean-Marc Ayrault et Johanna Rolland qui nous ont fait l'amitié de partager nos réflexions et qui est la présidente de Nantes Métropole. Et elle résumait finalement sa politique en 3 mots, investir, innover, rayonner. Et avec la volonté de faire reconnaître Nantes comme un pôle européen du numérique. Un mois avant, j'étais dans le cadre d'autres responsabilités à Marseille. Et à Marseille, il y a une volonté très forte, et on inaugurait aussi à Marseille avec la Chambre de commerce, la volonté de faire de Marseille la capitale européenne des services. On voit qu'il y a une dynamique, on voit qu'il y a une volonté de développement, une créativité basée sur des analyses territoriales extrêmement précises. La France avait historiquement une capacité à ériger des murs de territoire. L'actuelle réforme doit nous aider à passer d'une logique de bloc à une logique de fluide. Jean-Paul l'a annoncé un peu ce matin aussi. Pour que la French Touch, trouvant sa source en différents points de l'Hexagone, puisse irriguer l'Europe et le monde. La marque France sera d'autant plus forte que nos territoires parviendront à développer des marques de renommée européenne et mondiale. Voilà, Christophe, ce que je souhaitais dire. On va passer la parole. Des territoires forts pour une marque France forte. Je crois qu'il y a des chiffres qui vont nous être présentés par Marc Lermite, les chiffres clés de ce débat autour des territoires tels qu'ils ressortent de l'étude qui a été menée pour ces États de la France. Absolument, merci Christophe, merci Christian, bonjour, rebonjour, vous me reconnaissez je pense. Pour cette table ronde territoire, chère à mon cœur, ça ne se répète pas les blagues en fait, ça vient comme ça. J'ai choisi de vous montrer, ou à certains d'entre vous de rappeler, évidemment le poids encore existant du millefeuille territorial avec une centaine de comités d'expansion, agences de développement qui font la promotion de nos beaux territoires. Je le dis sans ironie parce que ces territoires, donc si j'exclus la région Île-de-France, ça n'est que 2/3 de notre économie. Et certains font un excellent travail, mais il en reste 100.
Et puis l'augmentation, vous le voyez en bas à gauche, un peu continue, un peu surprenante, des effectifs de la fonction publique territoriale, qui est un des premiers postes de nos dépenses publiques à l'aube de la grande simplification. Mais en positif, et cette table ronde va être positive, notons les 2/3 de Français qui sont en phase avec ce mouvement historique de réorganisation de nos collectivités, de notre maillage territorial. Et si j'en crois les résultats de l'excellent sondage de ce matin, 2/3 des Français et 90% d'entre vous. Et puis la couverture au débit, il fallait choisir un chiffre sur cet équipement, d'excellence également. 37% de couverture du territoire, supérieure à celle des États-Unis, 29, du Japon, 28. C'est pas peu dire, et un investissement, je crois, de l'ordre de 20 milliards dans le plan France très haut débit sur les 10 prochaines années. Et j'ai choisi d'attirer votre attention, vous connaissez maintenant la règle du jeu, sur 2 chiffres. Je pensais que c'est ici qu'il faut inscrire ce rang absolument exceptionnel de la France dans son ensemble, 4e rang mondial en sièges mondiaux d'entreprises du Fortune 500, ceux derrière les États-Unis, le Japon, la Chine, mais devant, une fois n'est pas coutume, l'Allemagne et le Royaume-Uni. C'est une France qui reste forte de grands champions mondiaux, et derrière quelques ETI aussi qui brillent, on en parlera tout à l'heure sans doute dans la table ronde innovation, qui brillent d'excellence sur les marchés mondiaux, donc dans des groupes et des secteurs d'activité tels que l'énergie, les transports, le luxe et beaucoup d'autres, et qui rendent du coup incontournables certains de nos investissements. Un petit bémol, je crois qu'il y a à peu près 35 groupes français qui figurent dans ce classement de Fortune 500, et s'il y en a 35, il y en a 34 en Île-de-France et 1 à Clermont-Ferrand, vous le reconnaîtrez. Et ce, malgré l'empilement des dispositifs qui les accompagnent, qui essaient de nourrir leur développement, leur croissance, 71 pôles de compétitivité, 34 plans industriels, 9 French Tech, et j'en passe, qui compliquent un tout petit peu la lisibilité de notre attractivité. Mais attention, à l'intérieur et au sein de ces territoires, et notamment et singulièrement des grandes métropoles, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes, et je ne veux pas en oublier, on a connu au plus fort de la crise des résultats assez étonnants, saisissants. Certains des résultats les plus forts en matière d'implantation, d'extension, d'investissement extérieur, investissement étranger, investissement venant de Paris. Et c'est ça aussi un des signes de la vitalité de nos territoires. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc l'attractivité de la France, qui est à la fois la somme de l'attractivité des territoires et un peu plus que cette somme de l'attractivité des territoires. Je vais demander aux divers intervenants de me rejoindre. Je suppose qu'ils sont un peu installés dans les travées, pas très loin. Donc Didier Dacosta, Pascal Sabrier et Denis Terrien. Et voilà qui convergent de chaque côté de l'hémicycle dans un mouvement de consensus droite-gauche qui n'est pas politique mais qui fait plaisir à voir. Bonjour à tous. Je vais vous demander peut-être de vous présenter dans un premier tour de table et de présenter notamment vos entreprises qui ont parfois des sigles ésotériques. On peut commencer par Denis. Oui, bonjour, Denis Terrien, je suis le président du groupe 3SI, l'ancien groupe 3 Suisse. Entre autres, nous sommes le premier groupe privé de services aux e-commerçants. Donc cette semaine, c'est la semaine clé de l'année où nous travaillons pour vous livrer pour Noël, non seulement pour nos enseignes du groupe 3 Suisse Blancheporte, mais aussi pour vente privée, Amazon, Cdiscount et autres. Nous avons plus de 6000 employés, 3500 en France et 2500 à l'étranger. Nous sommes détenus partiellement en France et partiellement par le groupe Autoversand, un groupe allemand. Merci beaucoup. Pascal Sabrier, alors dont la firme, elle, parlera à tous les consommateurs. Oui, Pascal Sabrier, donc je suis le président d'Heineken France. Heineken France, c'est le premier brasseur français et européen. C'est une entreprise qui est forte de 4200 collaborateurs, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Voilà, on a 82 sites en France. Donc la question il y a de l'attractivité. On connaît un peu, je crois. Peut-être pour ça que je suis là. Et je salue le courage d'un brasseur de venir parler dans une table ronde conclue par le maire de Bordeaux. C'est assez courageux. Mais... Et Didier Dacosta? Alors moi, je fais plutôt le chaud et le froid, plutôt que la bière. Donc la société Carrier appartient au groupe Uniting Technologies, c'est 220 000 personnes dans le monde, dont un tiers en Europe, 60 000, et dont 15 000 en France. C'est le 3e pays en termes d'emploi après les États-Unis et la Chine qui a récemment passé devant la France. On est installé en région lyonnaise, donc je vais me faire aussi un peu le défenseur de toute l'attractivité, tout le travail qui a été fait en région lyonnaise entre les entreprises et les élus locaux aujourd'hui.
Merci beaucoup. Gardez la parole. Dites-nous justement ce qui fait pour vous l'attractivité d'un territoire. Pourquoi la région lyonnaise plutôt que plusieurs sites, plutôt que d'autres régions? Est-ce que vous pourriez quitter la région lyonnaise s'il y a un autre territoire? Vous faisiez des offres. Est-ce qu'il y a un enracinement qui est culturel, le fruit des habitudes, ou qui relève d'une stratégie économique? Non, je pense que pour ceux qui connaissent un petit peu la région lyonnaise, et si on regarde sur les 15 dernières années, il y a vraiment eu une évolution très importante de l'attractivité du territoire. Et c'est dû non pas uniquement à une opération particulière, mais à une somme d'éléments extrêmement visibles de l'extérieur et d'éléments extrêmement internes à la région. J'en voudrais pour preuve le développement économique dans la région Rhône-Alpes plus largement que la région lyonnaise n'est pas un sujet politique, au sens qu'il n'y a pas de clivage droite-gauche quand on parle du développement économique, et il ne doit pas en avoir quand on parle dans une région. On a eu des cas récemment de succès de sociétés étrangères qui sont venues s'installer, et il y a eu un consensus de l'ensemble des représentants locaux, quels qu'ils soient, ou régionaux, pour représenter la région et se battre pour attirer c'est un élément censeur. C'est le succès de la région lyonnaise et de la région Rhône-Alpes vient avant tout où l'économie est devenue quelque chose de non politique. C'est-à-dire attirer une entreprise, c'est quelque chose où tout le monde se rassemble pour le faire. C'est le premier critère. Le deuxième critère très important, c'est ça doit se faire au quotidien. C'est-à-dire au niveau de la région, tout le monde est accessible. On parle du préfet de région, on parle du président de région, tout le monde est accessible et on a l'impression en tant qu'entreprise d'être écouté. Car attirer des entreprises nouvelles, c'est bien, mais il faut aussi avoir une stratégie dans une région pour maintenir les emplois et les entreprises qu'on a gagnées. Et là aussi, il faut une somme de choses au quotidien. Je vous donne un exemple. Attirer une entreprise. On se bat, on a l'investissement, c'est bien. Mais l'entreprise, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes. Donc vous les attirez dans la région. Mais pour qu'ils acceptent quelqu'un qui vient d'Allemagne, du Japon, de Suède, d'Italie ou autre s'installer dans la région, il faut convaincre sa famille. Et donc là, la première chose qu'on va demander à la famille, s'ils ont des enfants, c'est à quelle école je vais pouvoir envoyer mes enfants. Donc vous voyez, tous ces éléments, s'ils sont traités correctement au niveau régional, permet d'améliorer fortement l'attractivité dans la région, et ce qui a été fait en particulier dans la région Rhône-Alpes. Alors, union politique, je veux bien, mais on sait quand même qu'entre les collectivités locales, notamment entre les communes, il y a une compétition fiscale qui suit, et qu'on va essayer d'arracher à la commune voisine l'implantation du site en faisant une offre fiscale plus intéressante. Alors là, je vous dis, mon métier c'est le chaud et froid, donc je vais un peu, après avoir fait le chaud, faire un peu de froid. Effectivement, quand on parle au niveau français de la problématique ou pas de pouvoir installer ou pas des entreprises, je vais vous donner quelques exemples. On est en train de faire une acquisition importante dans le département de l'Ain, d'accord, le principal site est à 80 km de notre site actuel qui est à côté de Lyon. 80 km. Vous mettez votre doigt sur la carte, d'accord, sur la carte de la France, vous allez de Genève à Lyon, vu de Chine ou d'ailleurs, c'est aucune différence. On est obligé de passer un temps énorme à rencontrer l'ensemble des élus pour leur expliquer qu'on ne risque pas d'emmener des emplois d'un bout du département à l'autre bout du département. Donc je pense qu'au niveau de la France, de l'administration française, il y a des évolutions à faire, mais si on va avoir des territoires forts, il va falloir aussi avoir des révolutions et que les élus régionaux et locaux comprennent le monde. Pour comprendre le monde, il va falloir qu'ils sortent et qu'ils aillent le voir et qu'ils aillent voir ce que c'est qu'un client en Chine, au Japon ou aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Donc il fallait supprimer le département, ça vous faciliterait les choses. Alors, l'Ain, le Rhône, c'est pareil. Vu pour nous avec notre expérience, on pense que la région est le bonne taille pour exister au niveau européen et mondial. Lyon va connaître une petite révolution au début de l'année, c'est la métropole. Une bonne partie du département du Rhône va fondre ses fonctions dans le Grand Lyon. C'est positif pour vous? Vous avez l'impression qu'on a rajouté une strate sans voir la clarté des choses? Pour nous, ce n'est pas une strate. Pour nous, ça simplifie et c'est un exemple concret où l'accord politique, où M. Mercier, qui n'est pas a priori du même bord politique que M. Collomb, ont pour l'intérêt du département tombé d'accord sur le choix le plus simple qui nous facilite tout ce qui est administration au sein du département. Mais je voudrais rebondir sur un seul point. Est-ce qu'en France, on veut réellement des régions économiquement très fortes? Je pense que le débat n'est pas tranché ouvertement. Malgré la carte qui vient d'être refondue. La carte, c'est bien, mais nous, on est
on veut développer nos activités, on veut apporter nos clients dans nos usines et exporter nos produits. Je vais prendre un sujet d'actualité qui est les aéroports, qui est très d'actualité. Et je vais vous donner quelques anecdotes. Donc à Lyon, on s'est tous rassemblés, les représentants locaux, les industriels, les services, en disant si on veut une région économiquement forte, développée, on ne peut pas avoir un aéroport où les seuls vols, c'est pour aller à Londres ou à Venise. Donc on s'est battu fortement pour essayer d'avoir des vols internationaux qui sortent de l'Europe. On nous a fait une réponse, je vais dire politique au début. On nous a dit oui, on va vous donner un vol Lyon-Atlanta. Superbe. Mais le coût, si vous prenez le vol Lyon-Atlanta, va être 20% plus cher que si vous allez à Paris ou si vous allez à Amsterdam. Résultat, au bout d'un an, taux d'occupation 60%. Donc on vous a dit, vous voyez, ça ne marche pas. Les vols internationaux au départ de la province, ça ne peut pas marcher. Comme on ne se laisse pas faire facilement, donc on a remis le couvert, et cette fois-ci, avec un vol sur Dubaï, avec Emirates. Mais ça aurait pu être Emirates, ça peut être n'importe quel. Et donc là, le vol 5 par semaine, à un prix tout à fait compétitif. Résultat, après 2 ans, 200 000 voyageurs, 80% de taux d'occupation. Emirates, maintenant, veut passer de 5 vols à 7 vols. Et là, l'administration française dit c'est pas possible. C'est la DGAC, donc c'est Air France. C'est exactement Air France. Donc quand je dis est-ce qu'on veut des territoires forts, il y a encore des sujets qui doivent être tranchés. On ne peut pas développer d'un côté, on ne peut pas être schizophrène. On ne peut pas vouloir développer à l'international des régions et exporter et limiter le développement des aéroports. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Pour les différences politiques, vous aviez raison, Gérard Collomb est beaucoup plus à droite que Michel Mercier dans la plupart de ses décisions, c'est évident. Denis Thérien, vous qui êtes dans une activité qui a connu une révolution du numérique, où on peut installer un peu n'importe quel service où on veut, on téléphone un numéro et on reçoit par la poste son colis, à quoi ça sert un territoire ? Un territoire, c'est d'abord une terre. Et je parle de la terre de l'île, du Nord-Pas-de-Calais. Les ch'tis sont fiers d'être très très fiers de leur terre. Et sur ces terres plates, les hommes sont venus et on met des beffrois. Et donc la terre est devenue un territoire et les gens sont devenus encore plus fiers de cette terre. La terre du Nord, c'est le 4e en France en point de vue de PIB. C'est la région la plus jeune de France. Malheureusement, c'est aussi la région où il y a le plus haut taux de chômage. Et ça, c'est une responsabilité que nous avons tous, politique comme patron économique. Tourcoing a été la ville la plus riche de France. C'était la 2e ville au monde avec de l'électricité dans les rues, derrière Londres. Aujourd'hui, c'est la ville la plus pauvre de France. On parle souvent de Roubaix et des difficultés à Roubaix. C'est parce qu'il y a 80 nationalités différentes et il y a à peu près 25 à 30% de taux de chômage des jeunes à Roubaix. Donc la question, c'était que faire de ce territoire ? Devant ce fléau national ou régional qui était cette bataille contre l'emploi, les personnes qui sont en charge de créer les conditions de l'emploi, les politiques, ont travaillé main dans la main avec les personnes qui sont en charge de créer l'emploi, les dirigeants d'entreprise. Et ça revient au point de tout à l'heure, une vraie subsidiarité. Chacun s'occupe de ses moutons et le troupeau sera bien gardé. Avec certains dirigeants, donc nous sommes allés voir les politiques avec ce changement en disant voilà, l'e-commerce arrive, c'est une industrie en croissance et nous avons des atouts merveilleux. Lille n'est pas à 200 km de Paris, c'est Paris qui est à 200 km de Lille, Londres est à 200 km de Lille et Bruxelles est à 100 km de Lille. Ce qui fait que Lille est au centre de plus de 100 millions de consommateurs qui peuvent être livrés par l'e-commerce en moins de 2 heures. Lille a aussi une tradition de commerce et donc l'e-commerce faisait partie des gènes. Et donc nous avons séparé la tâche en deux en disant vous les politiques, votre responsabilité c'est de vous occuper des flux, les flux numériques, on en a parlé tout à l'heure avec le 37%, les flux routiers et nous dirigeants d'entreprise, nous prenons nos responsabilités d'investir et d'entrepreneurs. Aujourd'hui, 25% des emplois dans l'e-commerce sont à Lille et dans sa région. Et Lille et sa région, aujourd'hui, est un pôle d'innovation dans l'e-commerce. Alors ça se fait comment ? Si jamais on regarde au niveau politique, il y a eu un investissement fort,
la première pépinière en France. Aujourd'hui, on parle beaucoup des halles qui sont sponsorisées par Niels à Paris, comme étant une très grande pépinière. Aujourd'hui, la plus grande pépinière est à Lille. C'est Euratechnologie, créée par la communauté urbaine de Lille. Il y a entre 150 à 200 startups qui se battent pour aller là-bas, et il y a une liste d'attente de 1 an. Ce centre a attiré IBM, Cisco et Tata qui en ont fait des centres de recherche. La municipalité a aussi travaillé sur les flux routiers, les flux de transport. C'est la première responsabilité du politique, c'est de fournir des infrastructures. La responsabilité du politique n'est pas de créer des emplois. D'ailleurs, le politique ne crée jamais d'emplois. Il ne fait que taxer le privé pour derrière créer de l'administration. La responsabilité du politique, c'est de créer des infrastructures et un environnement dans lequel l'entreprise privée peut créer des emplois. La collectivité locale, quand même, procède par investissement. Quand on décide un rond-point, une autoroute, on crée de l'emploi par déduction dans les Cet entreprises. investissement, c'est d'abord du profit qui est retiré à l'entreprise et qui sait si l'entreprise investissant n'aurait pas créé plus d'emplois. Donc là-dessus, tout du moins dans le Nord, la division est très claire. Les responsables politiques créent l'environnement de l'emploi et les dirigeants d'entreprise créent l'emploi. Donc au niveau des entreprises, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous parler de mon groupe qui était dans des très grandes difficultés en 2009. C'était 3 Suisses, le changement de la VPC. Donc nous avons décidé de créer le plus grand centre de traitement de commandes de l'e-commerce en France. On a des grands concurrents, certains, on commence par A. Aujourd'hui, nous avons le plus grand centre. Et nous traitons non seulement des clients du groupe, 3 Suisses Blanche-Porte-Becquet, mais aussi d'autres comme Showroom Privé. Vous demandez à vos filles, je suis sûr qu'elles connaissent très très bien cette marque. Nous avons aussi créé le plus grand centre, le plus grand concurrent de la Poste. Nous délivrons plusieurs centaines de milliers de commandes, soit chez vous, soit dans des points relais. Et là aussi, on se bat contre la Poste. Nous avons le plus grand studio à photos de France. Vous allez sur le site de vente privée, de Decathlon, de L'Oréal, beaucoup de photos, c'est nous qui les avons créées. Ça, c'était notre responsabilité. Et comment nous l'avons fait? Partenariat avec aussi l'État. Je vais prendre un exemple. Nous avons décidé de former tous nos employés à l'Internet. Quand je suis arrivé en 2009 dans le groupe, nous avions 2000 ou 3000 personnes qui travaillaient dans les centres de logistique. Elles ne connaissaient pas l'Internet. C'était terrible et donc on leur expliquait qu'il fallait muter. Elles ne se sentaient pas responsables. Et donc Isabelle, qui avait 25 heures de maison, nous disait... Ça fait 25 ans que je fais des paquets, je suis mort, je n'ai plus de travail. Elle avait raison. Notre responsabilité, c'était de la former. Nous les avons tous formés. Avec l'aide de l'État? En cofinançant, en reprenant une partie des impôts que l'on donne à l'État, qui ont été remis dans notre formation. Et donc, Isabelle a été formée et elle est rentrée chez elle le soir avec un ordinateur. C'était notre responsabilité de travailler sur la fracture numérique. C'était aussi une fierté personnelle, car elle allait voir son fils Julien qui avait son iPod. Elle disait, moi aussi j'ai mon ordinateur. Et quand on lui a dit qu'il fallait muter sur l'e-commerce, c'est-à-dire commencer à travailler peut-être 2 shifts par jour et 6 jours par semaine, parce que l'e-commerce c'est comme ça, elle a compris pourquoi elle le faisait. On n'aurait pas pu le faire sans un travail avec l'État pour aller récupérer une partie de l'argent qui nous ponctionnait. Alors pour faire encore mieux, délocaliser. Aller installer Isabelle en Irlande ou aller recruter dans d'autres pays où vous ne paierez pas du tout d'impôts. Alors ça, c'est une vision, j'aimerais dire, de la tour du haut, du 8e étage, où il y a le chef ou le PDG qui voit ça. Quand on est dans un territoire, on ne prend pas ça en compte. Et je pense que Didier ou Pascal vont pouvoir parier ça. Uniquement par affectif? Ce n'est pas par affectif, c'est par responsabilité sociétale. Et nous sommes une société privée, nous avons des actionnaires privés, et quand je suis avec mes actionnaires, la décision, c'est ces personnes du territoire ont permis de nous construire une fortune ou un certain argent familial, nous leur devons tout. Et donc, il est de notre responsabilité de s'occuper d'eux. Et finalement, cette responsabilité de s'occuper des employés avant qu'ils soient dans l'entreprise, pendant et après, je le sens très très fortement dans ces territoires. Et elle s'exprime en payant des impôts pour qu'on construise des hôpitaux et des écoles pour ses employés? C'est une partie, effectivement, mais elle s'exprime aussi par des entreprises privées s'engageant dans les écoles. Par exemple, avec l'École centrale de Lille, nous avons créé le premier master en e-commerce et nous avons apporté toutes nos compétences et connaissances à l'école pour pouvoir travailler avec eux.
Et enfin, la municipalité et le Conseil général a vraiment pris sa part de responsabilité en changeant des PLU, des plans locaux d'urbanisme, pour permettre d'ouvrir des nouveaux centres de distribution, en changeant des routes de bus, pour permettre de commencer le bus, si jamais on travaille par de 8 à 5 heures du matin, plutôt que historiquement à 7 heures du matin, pour apporter Isabelle, pour qu'elle puisse travailler le matin en 2 shifts, et aussi en nous aidant, surtout en ne faisant pas de bruit là-haut, politiquement, quand il y avait des réorganisations à l'interne. Merci, merci beaucoup. Pascal Sabrier, il vous revient de terminer ce premier tour de piste. Alors, vous représentez ici un groupe international qui n'a peut-être pas forcément d'autre intérêt à créer et à entretenir 15 000 emplois en France que celui d'être proche de consommateurs. Absolument. Nous sommes là pour être proches de nos consommateurs, les connaître et mieux les servir. C'est pour ça qu'on a 82 sites en France, pouvoir livrer quotidiennement nos 60 000 clients, cafés, hôtels, restaurants, avec nos produits et ceux de toutes les boissons qu'on leur livre. Quand j'écoute mon voisin Denis parler de la fierté du Nord et de tout ce qu'il a réussi à obtenir, je suis assez jaloux. Parce que moi, ce dont j'ai besoin pour continuer à avancer et à être encore plus performant dans tous les territoires sur lesquels j'opère, c'est justement de plus de reconnaissance et d'instances pertinentes, de participation et de dialogue sur justement le développement de ces territoires. C'est très différent selon vous. Dans vos 82 sites, il y a des endroits où ça fonctionne et d'autres pas du tout, ce dialogue. D'une façon générale, j'ai besoin de plus. Sur la reconnaissance. Sur la reconnaissance, nous-mêmes et tous les brasseurs français pourraient être extrêmement comblés puisque en mai 2014, la brasserie française a été inscrite au patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France. Donc en matière de reconnaissance d'implication dans les territoires, ça se pose là, je trouve. Mais pourtant, quand on regarde les choses de façon un petit peu plus précise, ça n'allait vraiment pas de soi. J'ai une anecdote à ce propos. Ça se passait pendant le débat budgétaire de l'automne 2012. On y discutait l'augmentation de taxes très importantes de la bière, les taxes spécifiques sur la bière. Et évidemment, on essayait d'expliquer à quel point ça nous effrayait ce qui allait se passer. Et le ministre de l'époque, le ministre du budget de l'époque, qui bien évidemment justifiait sa mesure, nous a expliqué que ça n'allait pas être un problème pour notre industrie parce que cette taxe allait être payée par des entreprises étrangères, dont une néerlandaise. Bon, moi, j'ai été très marqué par ça, parce qu'il oubliait tout simplement que nous, nous vendions tout ce que nous produisions en France, nous le vendions, parce que nous livrions, comme je vous l'ai expliqué, quotidiennement 60 000 clients, 60 000 cafés, hôtels, restaurants tous les jours. Donc on faisait tourner la machine. Donc en matière de reconnaissance d'impact et de présence dans les territoires, on partait vraiment de très très loin. Ça, c'était l'argumentaire du lobby viticole qui avait soufflé ça au ministre du Budget. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, non. Malheureusement, on s'est trouvé effectivement un petit peu seul face au budget. Mais vous avez pu mener la bataille. Mais on a mené la bataille et surtout, je pense que depuis cet exemple, depuis ce moment, les choses ont changé. Les mentalités ont sans doute évolué. Il y a eu une meilleure prise en compte des réalités économiques et de ce qu'on produit sur les territoires. Et donc, depuis, on est sans doute un petit peu plus proche. Je vais vous donner un deuxième exemple qui est une initiative qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'elle est un bon exemple de la façon dont une entreprise comme la nôtre peut s'impliquer dans un territoire. C'est une initiative à laquelle on y est associé via notre brasserie de Marseille. Et cette initiative, c'est une campagne qui a été développée par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Aix-Provence, qui s'intitule « Si vous saviez tout ce qui se passe ici ». Et l'objectif de cette campagne, c'est tout simplement de lutter, non pas contre le French bashing, mais contre le Marseille bashing. Et donc, c'est une initiative qui est vraiment remarquable parce qu'elle associe tout le monde, tous les acteurs économiques, y compris des entreprises comme la nôtre, qui sont d'origine étrangère, mais qui sont
impliquée sur place, elle est collective et elle va dans le sens de la co-construction du développement d'une image en ce qui concerne cette initiative, de l'image d'un territoire, de la perception positive de ce territoire. Est-ce que vous êtes obligé, quand vous allez rendre compte à votre maison centrale aux Pays-Bas, d'argumenter pour l'attractivité de la France, de vous armer pour défendre ce concept d'attractivité de la France? Est-ce qu'on la met en cause? Absolument, c'est ce qu'on fait quotidiennement. En permanence, on est confronté à des questions, des interrogations. Quand je vous parlais tout à l'heure de cet épisode des taxes, qui bien évidemment, surtout au vu des propos que j'ai rapportés, a fortement choqué à l'extérieur de la France. Et puis quotidiennement, on est confronté à des décisions d'investissement qui peuvent bien évidemment concerner l'un ou l'autre de nos sites, mais aussi des sites voisins, que ce soit en Italie ou en Espagne. Je parlais tout à l'heure de la brasserie de Marseille. Eh bien, elle est en concurrence avec les sites voisins qui sont en Italie ou en Espagne. Et donc, on doit essayer de défendre la France et nos sites pour obtenir ces investissements. Et de ce point de vue-là, une relation forte à la région, en tout cas à une instance pertinente régionale ou locale, est extrêmement importante pour pouvoir réussir. Et moi, ce que je constate, c'est que les pays voisins sont sans doute mieux organisés que nous pour obtenir ce que nous cherchons aussi à obtenir. Est-ce que ça s'est arrangé avec la crise? C'est-à-dire, est-ce que les effets dramatiques de la crise économique ont un peu ouvert les yeux, notamment des politiques, pour aider à vous donner des arguments pour mieux plaider votre cause aux Pays-Bas? Je pense qu'aujourd'hui, les politiques, qu'ils soient nationaux ou locaux, se sont rendus compte de l'importance absolument majeure de nos entreprises pour le développement de la France et de ses territoires. Et donc, bien sûr, nous avons une écoute qui est plus grande, une proximité qui est plus grande. Mais là encore, je pense qu'en particulier au niveau régional, on a besoin de structurer. On a besoin de structurer le fond et la forme de ce dialogue pour le rendre efficace. Merci beaucoup. Il nous reste une petite dizaine de minutes avant que le grand témoin nous prenne la parole. Alors justement, il se peut, rien n'est exclu, que se trouve dans cet hémicycle un futur président de la République. Si vous aviez quelque chose à lui demander, un vœu, une réforme, une promesse à mettre en bonne position dans le catalogue de la présidentielle 2017, quel serait ce vœu, Didier Dacosta? C'est que définitivement de promouvoir les régions au niveau mondial et qu'économiquement, on développe avec tout ce qu'on a en France, partout, chaque région, et que ça vienne des leaders européens comme le sont les régions de Barcelone ou les régions allemandes. C'est-à-dire que l'État français mette des moyens de publicité, si j'ose dire, pour que les régions, une à une, soient défendues à travers la planète. Les régions ont les moyens de faire leur publicité. Je prendrai juste l'exemple de Lyon, qui a fortement investi pour faire son image. C'est que l'État soit aligné avec les régions et prennent les décisions en commun pour promouvoir et développer chacune des régions sans que ça soit l'une au détriment de l'autre. Denis Terrien. Je crois qu'il faut avoir le courage de prendre des décisions et faire des choix. La France est un pays dans lequel on ne sait pas faire des choix, on ne sait pas être discriminant. Il n'y a qu'à voir cet éparpillement de cartes de centres de compétitivité. Et c'était une très très bonne idée d'avoir des centres de compétitivité, mais quand on regarde ça, il y en a, je crois, 90 en France, ça ne veut rien dire. C'est déjà illisible pour un Français, imaginez pour un étranger. Donc ayons le courage de faire des choix. Est-ce que ça veut dire changer les institutions? Ça veut dire changer plus de référendums, plus de... Non, je pense que c'est les responsables politiques en étant face au mur dans lequel nous sommes tous, parce que nous les élisons aussi. Aujourd'hui, on voit que ces politiques menées depuis 20 ans nous ont amenés à un chômage terrible. Donc nous devons collectivement apprendre de ça et changer de manière de fonctionner. Cette première manière, c'est de faire des choix, c'est-à-dire savoir dire non. Le choix, c'est pas dire oui, c'est dire non. Deuxième chose, dans ce choix, c'est aussi accepter l'autre. Accepter l'autre, accepter qu'en tant que dirigeant d'entreprise, nous avons face à nous des élus locaux avec qui il faut travailler. C'est leur responsabilité. De même, on parlait tout à l'heure avec le social, nous avons des représentants des personnels, on peut les aimer ou pas, ils peuvent nous aimer ou pas, on doit travailler avec eux. Et si jamais on ne travaille pas avec eux, on n'y arrivera pas. Et enfin, soyons audacieux. Je pense que là, on a fait preuve de beaucoup d'audace depuis qu'on est depuis le début de la journée. Osons, continuons cette audace. Mais tant qu'on ne fera pas des choix, qui veut dire le renoncement, et ce renoncement en faisant confiance à l'autre, je crois que ça sera difficile. En revanche, si jamais on part sur la confiance
Et si jamais on choisit, en prenant la bonne décision, je crois que nous avons beaucoup de ciel bleu devant nous. Pascal Sébrier. Simplifier et structurer. Simplifier, ça a déjà été dit, l'organisation territoriale. J'ai l'impression qu'on va dans ce sens-là. Mais nous, encore une fois, 82 sites, c'est 82 maires, presque autant de députés. Impossible, à un niveau global, de structurer notre dialogue, de façon à nous permettre de structurer sur le fond et dans la forme ce dialogue entre les entreprises, nous, et ces collectivités territoriales, pour pouvoir se développer avec elles. Un tout dernier mot, mais une réponse très très brève chacun. Dans 2 ans et demi, au moment de la présidentielle, compte tenu de ce qui est appliqué aujourd'hui, est-ce que vous pouvez promettre d'avoir plus d'employés en France dans vos sites qu'aujourd'hui? On voit dans le sondage qu'une bonne partie de la responsabilité des problèmes d'attractivité est portée sur le gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 1 an, les décisions prises, les discussions engagées vous permettront dans 2 ans et demi de dire voilà, depuis l'état de la France décembre 2014, j'ai embauché, j'ai plus de salariés? Oui, dans le domaine de la recherche et développement, sûrement pas dans le domaine de la production. Denis. Je ne peux pas faire de productisme. En revanche, toute mon énergie et mon effort sera fait pour y arriver. Et moi, je me bats quotidiennement pour maintenir l'emploi. Ça serait déjà bien de maintenir. Et on y arrive pour l'instant. Donc j'espère qu'on y sera encore dans 2 ans.